Café Gougère, les podcasts de Puise et Tourisme. Bonjour chères oreilles curieuses. Aujourd'hui, nos pas et nos voix nous portent dans un endroit insolite, atypique et fabuleux, la fabuloserie. Œuvre d'une vie et plus qu'un simple musée, il est le lieu de vie de la famille Bourbonnais. Au-delà d'un art contemporain, c'est le lieu de l'art orlénorme en Bourgogne. Bonjour Agnès. Bonjour. Vous êtes la fille d'Alain et Caroline Bourbonnais qui sont à l'origine de la fabuloserie. Qu'est-ce qui a amené à la création de ce lieu ? Alors, je suis l'une des deux filles. On est deux. Voilà. Donc, il y a Agnès et Sophie. À l'origine, alors en fait, notre père était architecte, d'accord ? C'était un grand architecte dans les années 60-70 sur Paris. C'est lui qui a fait le premier RER Nation à Paris. C'est lui qui a fait aussi une église à Saint-Cloud, qui a fait un théâtre à Caen, un autre au Luxembourg, et qui a travaillé aussi sur Auxerre. Il a fait un quartier d'habitation, l'îlot du Pont, plus la médiathèque et le marché couvert. Il était aussi créateur. Il a fait des dessins depuis l'âge de 15 ans. Il a dessiné. Il a fait des gravures. Il a fait des peintures. Il a fait ses turbulents. Donc il était créateur et collectionneur. Donc collectionneur d'un art un peu atypique. Il savait pas vraiment... il savait ce qu'il collectionnait, mais il savait pas qu'il y avait une rubrique. Et un jour, dans les années 70, il a découvert que Jean Dubuffet, qui est un artiste contemporain notoire, avait aussi une collection d'art brut. Ça veut dire que l'art brut, c'est un art réalisé par des autodidactes. Ça veut dire que ce sont des personnes qui ont tous un métier, qui vivent de leur métier, et en dehors de leur temps de travail, éprouvent le besoin de fabriquer des choses. Et si on est ici, c'est que, en fait, en 60, il recherchait une résidence secondaire, et donc il a pris un compas, il a fait 150 km autour de Paris. Et il est arrivé ici. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Une maison qui lui rappelait, je pense, la maison où il était né, à Aîné-le-Château, dans le Bourbonnais, comme notre nom l'indique. Donc une maison au bord de la rivière, donc il a trouvé cette maison. Et puis les dépendances. Et donc là, il s'est complètement investi dans cette maison. Et donc, comme il était créateur lui-même et collectionneur, et qu'il a rencontré Jean Dubuffet, donc il s'est mis en relation avec Jean Dubuffet quand Jean Dubuffet a voulu donner sa collection d'art brut à Lausanne, puisqu'en France, elle n'était pas acceptée. Donc il a donné, et Alain Bourbonnais a dit, mais en fait, je suis en train de collectionner de l'art brut sans savoir que c'était de l'art brut. Bref, les deux hommes se sont rencontrés, se sont entendus, ils étaient sur la même longueur d'onde, et donc Jean Dubuffet dit, si vous faites quelque chose en France, je suis prêt à vous aider. Et donc notre père rentre chez nous, on était rue Jacob, Saint-Germain-des-Prés, Paris 6e, et donc là il voit une librairie, il y avait écrit Bail à CD, donc il dit je prends. Donc il s'est inventé galériste pendant 10 ans, de 73 à 83. Et puis une galerie à Paris, au bout d'un moment, ça coûtait un peu cher, l'art brut, ça se vendait pas forcément. Et puis en fait, Alain Bourbonnais était plutôt collectionneur que marchand. Ça veut dire que, je sais pas si vous connaissez le code, il y a un code chez les galéristes, une pastille verte, on réserve l'œuvre, une pastille rouge, elle est vendue. Donc lui, les veilles de vernissage, il mettait des pastilles rouges. Voilà. Donc vous avez tout compris. Donc au bout d'un moment, il a dit... Bon, c'est plus possible, donc il a fermé cette galerie, et donc comme il avait cette maison-là depuis les années 60, il a dit je vais me faire un lieu, mais genre à la manière du cabinet de curiosité, quoi. Donc il s'est ouvert son lieu, il a mis toutes ses œuvres. En tant qu'architecte, il savait faire l'aménagement, en plus il savait manier la truelle, mais bien sûr il n'a pas fait ça lui tout seul. Donc il a pris des artisans du coin, Donc en fait il s'est fait un lieu d'exposition. Et puis, au bout d'un moment, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire-là, Pierre Merlier, ça vous dit quelque chose ? Non, ça ne me dit rien. Alors, Pierre Merlier, c'est un sculpteur d'Auxerre, un grand sculpteur d'Auxerre. Il y a un musée, Pierre Merlier, à côté d'Auxerre. Et sa femme, à l'époque, travaillait à la culture, à la mairie. À la mairie, elle travaillait à la culture. Et donc, c'était des amis. Et eux, ils disent, mais Alain, tu peux pas garder ça pour toi tout seul, il faut ouvrir au public.
Donc on a ouvert au public. Au départ, c'est ça qu'il faut savoir, moi je pense que c'est important, c'est ça qu'il faut savoir, c'est que c'était pas prévu pour être un musée. C'était un lieu. Voilà, c'était son lieu, son cabinet de curiosité. Complètement. Privé, complètement. Pour complètement. entreposer, aménager bien sûr ses œuvres qu'il avait récoltées. Ce qui lui a donné une grande liberté, justement, d'aménagement et à la fois l'aménagement du lieu, et puis à la fois mettre les œuvres. Voilà. Donc on a gardé ça. On a gardé. Alors évidemment, on change de temps en temps l'accrochage, mais je veux dire, le lieu, il a été fait pour ces œuvres-là, et donc on respecte total ça. Oui, parce que c'est vrai, quand on se balade dans la partie muséale, ça fait... c'est comme un peu labyrinthesque. Tout à fait. Labyrinthique, il disait lui. Ou labyrinthique. Ouais, enfin, c'est comme on veut. Bien. Mais il y a une suite, enfin on suit un chemin qui coule de source. Complètement. Oui, parce qu'en plus, il avait nommé les différentes pièces. Ça veut dire qu'on rentre par le tunnel, après on arrive au tambour rose, après on arrive à la salle des portraits, après on arrive au grenier blanc, et après on arrive au grenier noir. Il avait complètement fait un choix à la fois architecture, mais c'est pour ça que je vous ai parlé de son chemin par l'architecture. Ça veut dire qu'il a fait, notamment, je vous ai dit, une église. Il a fait une église à Saint-Cloud, donc dans la ville haute de Saint-Cloud, et avec le chœur au milieu et la chaire autour. Voilà. Ce qui est très rare quand même. Mais ça veut dire qu'il avait ce sens-là de la mise en scène. Et de plus en plus, les personnes maintenant qui viennent, qui trouvent que c'est admirable, autant la collection que le lieu, nous parlent de scénographie. En 80, la scénographie, c'était un terme qui était réservé à la danse. C'est vrai. Voilà. Tout à fait. Maintenant, on parle de scénographie dans les musées. Et donc, lui, il a été total précurseur là-dessus. Ah oui, complètement. Voilà. Complètement. Et d'où vient le choix de ce nom, la fabuloserie ? Alors, c'était un choix qui a été fait. Alors, au départ, l'atelier Jacob, donc c'était avec Jean Buffet. Et puis après, on avait Alain Bourbonnais avait un ami qui s'appelait Michel Ragon, qui était un grand écrivain. D'ailleurs, il y a une exposition en ce moment qui se fait sur lui. Et donc, qui était critique d'art, d'architecture et d'art. Et donc, ils ont cherché ensemble. Et entre Alain Bourbonnais, Jean Dubuffet, Michel Ragon, le nom est sorti, La Fabuloserie. Tout ça, oui, c'est venu... C'est venu comme ça. Et maintenant, la plupart des personnes disent « Ah bah c'est vraiment fabuleux ». Voilà. Donc, apparemment, le nom était bien choisi. Très bien choisi, très bien choisi. Alors, il y a plusieurs créateurs, chacun évoluant dans des univers très différents. Comment Alain Bourbonnais, vous, votre sœur, votre maman peut-être aussi, les avez rencontrés ? Alors, déjà, c'est une longue histoire, parce que donc, la collection, elle a commencé dans les années 60. Donc, au départ, quand Alain Bourbonnais a rencontré Jean Dubuffet lui a donné une liste de 35 noms de créateurs qu'il avait dans son musée. Personnel, privé, rue de Sèvres, à Paris, voilà. Donc, déjà, il a donné le là. Voilà. Du coup, piqué un peu comme ça, Alain Bourbonnais a continué à chercher. Après le hasard, après des gens qui sont venus, qui ont dit tiens, je me reconnais là-dedans, je me reconnais dans cette galerie. Donc des gens qui sont venus un petit peu toquer à la porte, qui ont présenté leurs œuvres. C'est une histoire, c'est une histoire qui dure encore parce que on continue. Alors, il n'est pas question de continuer. La collection aussi, bien sûr, mais il n'est pas question de chercher encore. Il n'est pas question. Voilà, on n'est plus là-dedans. On est dans la sauvegarde, déjà. C'est pas mal. Mais en fait, quand on est curieux, quand on est enfant d'eux, forcément, on a une oreille, un œil qui traîne sur des choses comme ça. Donc ça s'est fait. Après, notre mère, elle a continué effectivement à collectionner. Alors notamment beaucoup pour les œuvres qui sont à l'extérieur. Oui. Voilà. Donc, en fait, le jardin habité, c'est surtout notre mère. Voilà. D'accord. Donc, voilà. Chacun un peu un univers, l'extérieur, l'intérieur, et tout ça, en fait, s'allie merveilleusement. Ça fait un... Oui, c'est une œuvre à part entière. Ça là-dessus, tout le monde a été d'accord. Alors, l'œuvre la plus connue de la fabuloserie est sans aucun doute le manège de Petit Pierre, Pierre Aveuzard, si ma mémoire est bonne, qui se trouve dans le jardin habité. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet homme et de son chef-d'œuvre qui est assez atypique ?
pour le coup. C'est une vraie œuvre d'art brut. Alors après, moi, de temps en temps, quand les personnes ne savent pas où ils arrivent, ce que c'est que l'art brut, moi je parle du facteur cheval. Donc, souvent les gens font la comparaison. Voilà, donc on comprend. C'est quelqu'un autodidacte, atypique, qui toute sa vie a mené une œuvre. Donc c'est la même chose. Donc Pierre Avezaar, en fait, il est né 1900, je vais dire une bêtise, 3, 4, 5, je sais plus trop exactement, enfin bon bref. Et il est né avec une maladie Asperger. Et donc ça veut dire qu'il était un petit peu, je vais dire quoi, abîmé, enfin voilà, handicapé, oreille, œil, palais. Donc il avait du mal à communiquer, autant au niveau de l'écoute qu'au niveau de la parole. Ce qui n'entamait absolument pas son intégrité intellectuelle, d'accord ? Donc, mais, sauf que il a été à l'école très peu, puisque de toute façon, il n'entendait pas bien, il parlait pas bien, donc en fait, à l'époque, en 1900, voilà, il n'y avait pas d'école de démutisation, on n'était pas dans nos préoccupations actuelles par rapport au handicap, et du coup, il est devenu assez vite garçon vaché. Il travaillait dans une ferme, il gardait les vaches, il les emmenait au pré, il les ramenait. Voilà. Quelque temps après, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a un avion qui s'est scratché à côté de la ferme. Et donc là, il a récupéré du métal. Et il a commencé à découper ces petites formes, les vaches, les personnages. Il s'est inventé un monde. Et, enfin, en fait, il a reproduit le monde de la vie de la ferme. Et quand le patron de la ferme a vu ça, il a trouvé que c'était très astucieux. Et du coup, parce que Petit Pierre ne vivait pas avec les autres garçons vachiers, parce que du coup il se faisait moquer, railler. Malheureusement. Et donc il vivait dans l'étable, voilà, il s'était fait un petit abri. Et l'histoire dit que dans l'étable, il avait inventé un système de pédalier de vélo, d'accord, avec et il lançait des betteraves avec les vaches qui avaient été gentilles avec lui dans la journée. Apparemment, les vaches aiment le sucré. Je ne sais pas si ça peut rendre service, mais voilà. Et du coup, quand le patron a vu ça, il a trouvé que c'était très astucieux de la part de Petit Pierre, et il lui a donné un petit lopin de son terrain. Donc, on est dans la région d'Orléans, et il lui a donné un lopin de son terrain, et après, Petit Pierre, le soir, le week-end, fabriquait ce manège. Et voilà. Et donc, il raconte la vie de la ferme. Après, l'histoire dit aussi que, enfin, c'est même pas l'histoire, c'est la véracité, il avait un frère qui était ingénieur, et qu'il emmenait une fois par an faire une visite à gauche, à droite, à Paris ou ailleurs, voir des expositions universelles. Donc Petit Pierre regardait tout ce qu'il pouvait entourer. Donc il emmagasinait ça dans sa mémoire et dans son intelligence. Et puis du coup, il avait aussi une sœur qui lui avait appris quelques rudiments d'orthographe. Donc il a fait des petits panneaux. Et assez vite, en fait, finalement, Petit Pierre a fait visiter au public. Donc c'est pour ça qu'on peut voir des panneaux avec des écritures. Avec des écritures. Voilà. Et on voit encore, là, nous, on reçoit encore aujourd'hui des visiteurs qui ont vu Petit Pierre, du temps de son existence, dans son manège qui faisait fonctionner. Ils avaient 5, 6, 10 ans. Et donc c'était la balade du dimanche. Donc en fait, il a été complètement reconnu par le public et complètement valorisé. Je dis valorisé parce que j'aime pas dire il a eu quelque part une revanche sur le système social, mais non, il s'est valorisé lui-même. Et donc, il a fait visiter, et donc on a encore beaucoup de visiteurs qui viennent. Qui viennent pour le manège. Voilà. Et du coup, comment votre papa l'a rencontré ? Parce que c'est vrai que c'est pas très loin, la région d'Orléans et d'ici, ou Paris, si à l'époque vous étiez il sur Paris tout le temps. Voilà. Donc... Mais du coup, comment il a entendu parler de... de toute façon, notre père, il était curieux de tout. Donc, voilà. Donc, comment il l'a connu il l'a connu, il a détecté la personne, le lieu. Et puis après, il a rencontré donc son frère, Léon, donc l'ingénieur, et puis Laurent Danchin, qui était un professeur d'histoire de l'art et critique d'art. Et du coup, parce qu'il y a eu un projet à un moment donné de sauvegarde sur le lieu du manège de Petit Pierre. Entre la région et la culture, le ministère de la Culture, il y a eu un projet. Donc il était question, on a des plans, il était question de faire une grande verrière autour, au-dessus. Sauf que ça coûtait des millions d'anciens francs, donc ça n'a pas été fait. Après, il a été question que ce soit récupéré par la Villette. Ça n'a pas été fait non plus.
Et du coup, donc c'est Laurent Danchin qui a dit à Léon, je connais un mec qui est suffisamment fou pour se lancer là-dedans, quoi, parce que il faut être un peu fou quand même. Parce que quand on voit comment il faut monter, démonter, remonter, c'est un peu compliqué. Et donc là, je pense que notre père, il a fait sur place, il est allé sur place, il a rencontré Petit Pierre, bien sûr, Léon. Et en fait, on a un papier tout à fait officiel. Petit Pierre a fait une donation pour sauvegarder son œuvre, du coup, puisqu'il n'y avait plus sur place la Villette. Donc voilà, il voyait bien que le truc était en train de s'abîmer, les gamins venaient chaparder des objets, enfin bon bref. Donc en fait, notre père, comme il était architecte, il a fait des relevés photos, des relevés de dessins, on a encore les plans, voilà, on peut le voir dans le musée, on a fait une pièce où on récapitule ça, enfin on raconte. Et puis il s'est entouré ici de personnes capables de nous aider, enfin en tout cas de l'aider. Et donc on avait Guitou, donc ça c'est un homme d'ici, qui s'appelle Guy Fossé, et qui est toujours vivant, alors que notre père n'est plus, voilà, et qui a aidé et qui a emmainté des copains. Mais des copains, voilà, des copains de la campagne, de garage, de machin, bon bref, ils sont mis à faire ça, donc tout a été déménagé en 1987. Sauf que notre père a eu la mauvaise idée de décéder en 88. Et donc le manège n'était pas remonté. Donc on s'est retrouvé avec des bouts de tôle et des bouts de machin, un peu du pièce détachée. Et le Guitou, avec sa bande de copains, a dit, et pour la mémoire de Petit Pierre, et pour la mémoire d'Alain Bourbonnais, on va remonter le manège. Et ils ont remonté le manège en même pas un an, quoi. Et on a inauguré en 89 ici. Ça a été un vrai défi. Ça a été un vrai défi, et puis c'est une vraie histoire d'homme, quoi. C'est une vraie histoire humaine. Humaine. Voilà. Oui. De solidarité, d'amitié. Voilà, et du coup, de gens qui font des trucs. Il y a toujours quelqu'un qui fait quelque chose quelque part, et ils ont apprécié ça, quoi. Enfin, bon, voilà. Oui. Ainsi, l'art hors les normes de Petit Pierre côtoie Camille Vidal, Giovanni Podesta, j'adore ça salle à manger, Francis Marshall, et donc également les œuvres d'Alain Bourbonnais, voilà. Puisqu'il était également créateur, donc comme vous nous avez parlé des Turbulents, et donc ça lui est venu comme ça, ces grands turbulents. Enfin, je me souviens avoir vu des photos rue Jacob, je crois que c'était à Paris, donc des choses comme ça lui est venu comment depuis tout jeune je vous ai dit, il a commencé, moi j'ai retrouvé des peintures. Il a commencé 15 ans, j'ai des peintures. Mais les peintures classiques, hein, comme on apprend à l'école, quoi. Ouais. Voilà. Donc il a fait des peintures. C'est pas classique pour le coup. C'est pas tout à fait classique, on va pas dire ça. Voilà. Alors après, donc il a fait ça. Après il a fait de la gravure. Après il a fait des peintures. C'était un artiste, mais en fait comme cette génération d'architectes. C'était une génération d'architectes, mais il y en avait eu d'autres avant. Mais une génération d'architectes complètement innovants. Maintenant, les mecs, ils font tous par ordinateur, télé assisté. Mon père savait faire des crowbars. Les crowbars, c'est des croquis. Voilà. Donc lui, il a fait des crowbars tout le temps. Voilà. C'était un homme, c'était un homme complètement artiste. Alors après, les turbulents, pourquoi ? C'est parce qu'en fait. Alors après, je vais vous raconter ça, mais je sais pas si je suis dans le vrai, hein, parce que c'est toujours compliqué de parler de ses parents comme ça. C'est que, pour moi, c'est le carnaval. Voilà. Ça le rappelle. Ça rappelle le carnaval. Ça veut dire que c'est un échappatoire. À Paris, il était hyper sérieux. Il était en costume, cravate, nœud papillon, dans le monde des affaires. Je vous dis, il savait autant parler au bras droit de Charles de Gaulle, puisqu'il a fait le RN Nation, d'accord, que Guitou. Donc il savait faire le grand écart. C'est peut-être anecdotique, mais je trouve que c'est un côté intéressant du personnage. Et du coup, après, il a fait l'école des Beaux-Arts. Ça veut dire que l'école des Beaux-Arts, les mecs, ils vivaient, ils pétaient, enfin... Vous voyez ce que je veux dire ? Ça veut dire c'était grand écart. Ils explosaient, quoi. C'était une vie comme ça. Et donc, il y avait des carnavals. Il y avait ce qu'on appelait la fête des rouges vins. Enfin, c'était un côté festif des années après-guerre, quoi. Où, voilà, on se permettait beaucoup de choses. Et donc, pourquoi il en est arrivé au volume, me le demandez pas, je vais pas vous dire. Je sais pas. C'est sa création. C'est sa création, donc il laissait libre cours à son imagination, comme la plupart des créateurs de la fabuloserie. Donc après, il y en a, c'est le dessin, c'est la peinture, c'est le volume, c'est... Donc il a fait ça, et après il a donné... En plus, il a donné vie quand même, parce que tous les turbulents
turbulent, ça veut dire que ça bouge. Oui, voilà. C'est que donc c'est des sculptures qui bougent. Voilà. C'est assez incroyable. Alors c'est désormais votre sœur et vous qui avez repris la fabuloserie à la suite de vos parents. Vous mettez en place donc des expositions temporaires, vous proposez des animations, vous avez lancé la fabuloserie Paris. Quels sont les temps forts pour cet été 2022 ? Alors déjà là, on va reparticiper à la Nuit européenne des musées qu'on a lancée il y a 4-5 ans avec mon conjoint. Ça veut dire que c'est une nuit qui est donc c'est le 14 mai. C'est une nuit qui correspond à la Nuit européenne des musées. Donc on met des bougies flottantes sur l'étang, on met des flambeaux autour de l'étang, et puis en général on a un musicien, une musicienne, une chanteuse. Donc là cette année on a une cantatrice lyrique qui va chanter sur la barque menée par mon conjoint. Donc ça, c'est quand même un événement, on est bien content de refaire. C'est l'événement annuel de la fabuloserie. Oui, parce qu'on a lancé ça, donc je vous dis, c'est un peu lui qui m'a poussé, donc on a lancé ça il y a 5-6 ans, et en fait on s'est dit, oh là là, si on a 50 personnes, ça va être génial. Parce qu'on met évidemment nous-mêmes les affiches, enfin on fait tout nous-mêmes, la communication, la campagne d'affichage, bref. Et en fait, au lieu de 50 personnes, on a eu 100 personnes. Donc là, on a été vraiment très étonnés parce qu'en fait, les gens sont en demande d'événements. Et puis, au bout de 4 ans, la dernière fois, on a eu 450 personnes. Donc, je sais pas combien on va avoir cette année. J'en veux pas trop plus parce que ça va faire beaucoup. Mais donc il y a cet événement-là qui, je pense que c'est important dans le sens où, alors, je vais faire une digression. Il y a cet événement-là qui est important parce que c'est un événement qui est gratuit, d'accord ? Ça veut dire que on a tout public. Et puis on sait aussi qu'on a des personnes qui sont jamais allées, qui sont d'origine de quoi ? Qui sont jamais allées au musée. Et après, là, s'ils veulent venir au musée, c'est 10 € la place et 5 € pour le jeune public. Si on est une famille de 4-5, ça fait un budget. Ils savent pas ce qu'ils vont voir derrière la porte. Donc ils n'osent pas venir. Donc ce jour-là, ils viennent. Et après, il se trouve qu'ils reviennent. Moi, je les retrouve après. Les week-ends d'après, on a découvert ce que c'était. Voilà. Et donc ça, je trouve que pour moi, c'est la mission du musée. À la première nuit des musées, j'étais venue et je me suis retrouvée non loin de la salle de Morissette avec une famille qui était là. Et j'avais déjà visité, bien sûr, la fabuloserie. Et j'étais venue pour l'événement. Et je me tourne vers la dame et je me dis, vous êtes, par curiosité, je dis, vous êtes en déjà vacances venue, ouais. Elle me dit, non, je suis d'ici. Je dis, vous devez bien connaître. Et c'est la première fois qu'on vient. Voilà. Et c'est vrai que les gens habitent à côté, sur le village, et pourtant, c'était la première fois qu'ils parce que, alors déjà, les parents, ils devaient pas être un petit peu extravagants. Hein. Mon père était un peu extravagant, donc il disait, c'est qui ce mec, là, voilà. Donc, il était un peu fou avec ses moustaches, à faire ses turbulents juste devant, là. Bon. Et puis, on est arrivé dans les années 60, il n'y avait pas trop de Parisiens non plus à cette époque-là. Et puis après, les gens, ils se sont racontés des trucs, quoi. Et donc cet été, on a Lacoste, c'est ça? Voilà, alors donc ça c'est alors malheureusement, il vient de décéder le mois dernier. C'était un de nos créateurs, un des créateurs qui fait partie du monde de l'art brut. À la fois, il fait des dessins, de la peinture, du volume. Depuis quelque temps, on a fait par exemple une pièce thématique, la salle des portraits, qui n'était pas. Donc on renouvelle un petit peu parce que parce qu'il y a des personnes qui viennent, qui reviennent, qui triviennent, avec des amis, avec de la famille. Et puis au bout d'un moment, on s'était rendu compte que elles attendaient que la visite se passe et elles attendaient le reste de la famille sur un banc. Donc on renouvelle, oui, bien sûr. D'accord. Alors, nous avons maintenant une question que nous posons à chacun de nos invités. Oh là. Quelle serait la déclaration d'amour que vous feriez à la Puisaye, à elle? Si vous la voyez, si vous voyez la Puisaye devant vous. En ce moment, c'est une vraie déclaration d'amour. Et la nature est magnifique. C'est verdoyant, mais des verts indéfinis. C'est vallonné. L'architecture vernaculaire est magnifique. C'est tout bien. C'est tout bien maintenant, parce que l'hiver, quelquefois, c'est un peu plus compliqué. C'est plus ingrat, on va dire. Là, c'est simplement magnifique. C'est magnifique. Merci beaucoup, Agnès, de nous avoir reçus ici, chez vous, à la Fabuloserie. Et merci à vous, chers auditeurs, de votre écoute. Notre prochaine rencontre nous mènera sur les chemins de Puisaye avec une amoureuse de cette nature préservée qui aime tant la conter lors de ses balades commentées, c'est Salomé Brugnot. À très bientôt.
C'était Café Gougère. Merci de votre écoute et retrouvez-nous lors de notre prochain podcast.